Si tu l'acceptes, j'aimerais bien te faire jouer un petit jeu. Tout le monde ne doit pas être dans le même moule et on peut aussi se surpasser et faire d'autres choses qui vont vous apporter, vous épanouir. Tu as participé, tu as eu ce niveau pour pouvoir participer à des Jeux Olympiques. S'il y a une bonne alimentation, les balades dans les bois, un préparateur mental, un diététicien ou un naturopathe et que tu as des bonnes qualités physiques, tu peux être que champion du monde de terminer aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je reçois Eric Wolfer, ancien joueur de volley international. Bonjour, et puis je suis très heureux de t'avoir rencontré lors d'un trail, c'était à Charency. Et puis voilà, on a tout de suite sympathisé, et puis j'ai trouvé ce que tu faisais, c'était on va dire, un peu par rapport au sport, c'était très très important, l'hygiène du sportif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ensemble pour discuter un peu de tout ça, quoi. Tu m'as parlé un peu de ton histoire quand on s'est rencontrés au trail. Et oui, c'était vraiment incroyable, le peu d'anecdotes que tu m'as racontées. Moi, j'avais une question déjà, c'est pourquoi le volleyball ? Qu'est-ce qui t'a lancé dans la passion du volley ? Disons que le sport, ça a été un échappatoire par rapport à tout ce que j'ai connu un peu au départ. Et puis le volleyball, tout simplement, parce que c'était une rencontre avec une personne qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Alain Geoffroy, comme vous pourrez le voir au niveau du livre. Donc il y a eu beaucoup d'anecdotes et beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu du football, il y a eu du handball aussi. Et puis après, on est arrivé au volleyball. Ça n'a pas été choisi au départ, ça a été un concours de circonstances. Et puis ce qui m'a permis d'aboutir après, 10 ans après, un placement difficile, comme vous le verrez dans le livre, aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme challenge, un des plus grands challenges que tu as affronté au cours de ta carrière ? Je dirais que ma vie, c'est des challenges permanents, tous les jours. C'est de la combativité, c'est du travail quand même, parce que pour arriver à ça, c'est avec beaucoup d'obstacles tout au long de ma vie. Et c'est pour ça que la rançon de la gloire, je vais dire que pour tout sportif, c'est déjà le travail, c'est de croire en ses moyens, et puis essayer de se surpasser tout le temps. Et chaque jour, c'est un travail de chaque jour. Et comme je te disais, ça a été une vie très très difficile. C'est pour ça que ce livre, il est, je veux dire, ça peut apporter des solutions à certaines personnes dans la vie de tous les jours. Et puis, comme tu vois, c'est beaucoup de combativité, c'est beaucoup d'obstacles qui ont été franchis. Et puis, sans avoir de résilience, toujours essayer d'aller le plus haut possible, quoi. Pour contraster aussi, je veux dire, t'as participé, t'as eu ce niveau pour pouvoir participer à des Jeux Olympiques. Après, quand t'es dans le mouvement, tu t'en rends pas compte tout de suite. Après, les Jeux Olympiques, c'est l'aboutissement, c'est la consécration du sportif. Un championnat du monde, c'est quelque chose. Gagner une Coupe de France, c'est quelque chose aussi. Mais bon, les Jeux Olympiques, sans citer de nom, mais tu vois bien comme des personnages qui sont connus, très influents du sport. Kylian Mbappé, c'est un grand regret pour lui de ne pas pouvoir faire une Olympiade. Donc c'est pour prouver que c'est vraiment très très important. Je m'intéresse à la chimie alimentaire et justement ça me fascine aussi ce côté préparation, ce côté comment est-ce qu'on optimise l'alimentation pour performer au haut niveau. Alors c'est vrai que des personnes comme toi maintenant c'est très très important au niveau de la préparation, pour le sportif. Mais c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas trop de. Alors déjà, pour que le club puisse avoir une personne à temps complet pour s'occuper de tout ce qui était diététique, c'est aussi un budget qu'il fallait mettre, même titre qu'un préparateur physique. Alors souvent les clubs préféraient avoir un joueur en plus plutôt que d'avoir un préparateur physique ou un naturopathe qui soit là pour. Alors on avait des conseils par rapport aux médecins, mais c'était pas beaucoup plus poussé que ça. Et c'est vrai que maintenant, dans n'importe quel club, on peut voir que les clubs se sont attachés les services de personnes justement pour la performance du sportif, tout ce qui est alimentation. Et c'est vrai qu'au niveau maintenant de la performance, parce que ça a changé aussi. Maintenant, les organismes, avec toutes les compétitions qui s'enchaînent, les organismes sont à plus rude effort qu'à l'époque.
Donc là maintenant, ce qu'on a fait à l'époque, on ne pourrait peut-être plus se le permettre maintenant. Tu arrives à avoir ce recul de pouvoir comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, comment c'était avant. Oui, parce qu'à l'époque, c'était mieux. Il y avait déjà des équipes il y avait déjà des formations au niveau international qui étaient déjà en avance. On avait vu le cas avec l'équipe d'Italie, ou même dans les clubs italiens, ils avaient déjà un préparateur physique et déjà des préparateurs mentaux aussi. Donc ils étaient vraiment en avance à l'époque. Et pourquoi préparation physique? Parce qu'on s'est aperçu tout simplement avec l'expérience que le club préfère peut-être acheter un joueur en plus ou deux, mais ne pas mettre de préparateur physique à temps complet au niveau de l'équipe. Mais en fin de saison, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de blessures. Donc l'investissement, on va dire, sur les joueurs, des fois, c'est pas le plus important. Vaut mieux peut-être avoir un joueur en contrat en moins et avoir un staff médical qui soit plus poussé, c'est-à-dire, en l'occurrence, un naturopathe ou un diététicien et un préparateur physique. Et là, tout au long de la saison, justement, ça va éviter la casse. On le voit aussi au niveau du football, au niveau des équipes de cyclisme aussi. Maintenant, vous avez j'ai un ami qui fait tout ce qui est préparation mentale pour les sportifs de haut niveau et de plus en plus de clubs, ou même individuels, des sportifs individuels dans des disciplines individuelles qui sont très difficiles, font appel à un préparateur mental, un coach sportif mental. Donc c'est sûr que la personne qui a déjà, on va dire, des qualités, parce qu'à l'époque, on jouait beaucoup sur les qualités. Moi, j'ai joué énormément sur mon physique à l'époque, mais si à l'époque on avait eu ça en plus, déjà en ayant un potentiel, en ayant des qualités, si on avait eu déjà une préparation, on va dire au niveau mental. Bon, le mental, c'est pas le problème, mais je veux dire certaines personnes, préparation mentale plus au niveau diététique, c'est sûr que certaines carrières de sportifs auraient été beaucoup plus longues et beaucoup moins de blessures. Donc c'est ce qu'il y a maintenant au niveau des clubs. Alors maintenant, j'aimerais rebondir sur ton livre. Où a été le déclic? Déjà, c'était une histoire qui n'était pas commune, on va dire, une histoire vraie. Et en fait, c'est une rencontre. C'est surtout une rencontre avec Stéphanie Neveu. Donc, son nom de plume, c'est Mélodie du Cœur. Donc, on s'est rencontrés et je lui ai expliqué un peu mon parcours. Donc, c'est une écrivaine qui est du coin, une petite maison d'édition, et on a tout de suite sympathisé. Et à la suite de ça, elle avait énormément de travail, mais elle m'a recontacté, elle m'a dit, écoute, ton histoire est hyper intéressante, on partage les mêmes valeurs et j'ai envie de travailler avec toi sur ton livre. Donc on avait au départ pensé que ça serait fait avant les Jeux Olympiques, mais il y a eu tellement de travail de fait. C'était long, c'était douloureux aussi parce que moi ça m'a fait c'est pas une biographie qui a été écrite comme ça, c'est une biographie où elle a été très chercher des choses très profondes, puisqu'elle a été comme vous le verrez dans le livre, on va pas tout vous dire, mais j'ai été adopté. Donc elle a été rechercher mes dossiers d'adoption que je n'avais jamais vu. Elle a été rechercher aussi mes dossiers de placement en centre d'éducation, on va dire fermé. Donc c'est beaucoup de choses qui m'ont fait repartir dans le passé et ça a été très douloureux. Mais à la date d'aujourd'hui, je peux dire que ça a été un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est ce qui me manquait en fait. Ça m'a un peu extériorisé tout ce que j'avais à l'intérieur. Ça m'a permis d'en parler. Et puis aujourd'hui, je vais dire que ça a été une très bonne thérapie pour moi. Et puis pour revenir au niveau du livre, c'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui s'y retrouvent, je veux dire, dans certains passages. Parce que il y a certaines personnes aussi qui ont eu des moments difficiles aussi dans leur vie, qui ont dû passer des obstacles, et que c'est pas uniquement au niveau du sport, parce que c'est pas un livre qui est uniquement basé sur le sport, parce que c'est très minime, le passage des Jeux Olympiques. Je parle un peu de mes passages dans les clubs, avec beaucoup de remerciements par rapport aux personnes qui m'ont tendu la main, parce que ça c'est aussi important à des moments difficiles, mais c'est aussi un livre, l'espoir de pouvoir réussir et de se surpasser dans la difficulté et des obstacles tout le temps. On a surpassé les obstacles pour pouvoir arriver à quelque chose. Quand on vous dit tout le temps, ça sera, tu feras jamais rien. Et puis au bout de 20 ans, on se retrouve aux Jeux Olympiques. Et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à la date d'aujourd'hui, on se retrouve avec la ministre de l'Éducation, avec mon livre entre les mains. Pour moi, c'est un honneur parce qu'on m'a toujours dit que je ne ferais jamais rien.
à l'école. La preuve, hein, on peut ne pas être, on va dire, je sais pas que j'étais pas bon, hein, c'est que j'étais pas intéressé, hein, par rapport à ça, par rapport au cycle scolaire. Donc je me suis investi dans le sport avec des mains tendues, donc ce qui m'a permis de faire aussi une carrière. C'est pour ça que je dis à tout le monde, on peut ne pas être bon dans une discipline, on peut c'est pas une science infuse, hein, tout le monde ne doit pas être dans le même moule, et on peut aussi se surpasser et faire d'autres choses qui vont vous apporter, vous épanouir, surtout s'épanouir dans ce qu'on aime. C'est plus important de faire ce qu'on aime, et ça c'est la plus grande des réussites. Voilà. Ouais, non, c'est un super message et je pense que ça parle à beaucoup de monde. Alors c'est un super message parce que en fait, bon, on a été invité sur des salons. Hein, je tiens à remercier quand même le responsable, Monsieur Rousseau du salon de Longwy, hein, où il nous avait mis en avant-première. On a fait les premières dédicaces. Après, on a enchaîné sur le salon de Bruxelles. Et puis aussi, imagine-toi quand même se retrouver au Festival du Livre de Paris, le plus grand festival, enfin du livre, la plus grande bibliothèque avec tous les auteurs qui sont réunis. Ça, c'est une chose à laquelle j'aurais jamais pensé. Un exploit sportif, oui, mais là, être en dédicace une journée au Salon du Livre de Paris pour parler de mon livre, ça, c'est une chose à laquelle j'aurais jamais pensé. C'est pour ça que je remercie aussi donc Mélodie du Cœur, donc c'est son nom de plume. Et puis aussi, c'est sa maison d'édition qui s'appelle Plume de Cœur. C'est une petite maison d'édition qui est en train de monter. Et puis, ce qu'elle a de plus, alors Stéphanie, c'est tout simplement elle arrive à faire passer un message dans son écriture, et les gens sont dedans en fait, parce que on a des retours positifs et les personnes me disent écoute, on a du mal à s'enlever des chapitres quand on est dans le livre, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et il y a même des personnes qui m'ont dit, sans exagérer, on va le relire une deuxième fois. Donc c'est une grande satisfaction, et surtout une satisfaction de dire qu'on peut, voilà, on peut avec beaucoup d'envie. C'est difficile, des fois on sait que c'est très difficile. Chaque jour c'est un combat, tous les jours c'est un combat, tous les jours faut se remettre en question. Et puis à force de travail, de persévérance, et on arrive à ce qu'on veut, quel que soit son objectif. Hein. On n'est pas spécialement où il est, c'est l'aboutissement sur les Jeux Olympiques. C'est pour ça que cet ouvrage parle à tout le monde. Ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être voilà, dans toutes les disciplines. Moi, ça a été au niveau du sport, c'est ce qui m'a un peu sauvé. Je remercie toutes les personnes qui ont été autour de moi à l'époque, parce que j'ai eu beaucoup de mains tendues. Ça, c'est hyper important. Hein. Et j'ai certainement une bonne étoile. Mais pour en savoir plus, voilà, c'est le livre qui est en vente partout, à la Fnac, sur Amazon, et puis www.plumedecoeur.com, et vous allez savoir beaucoup de choses par rapport, pas spécialement à la personne, mais par rapport à des objectifs de vie, et puis apprendre surtout à se surpasser. Excellent. Et justement, je voulais aussi rebondir sur ton livre, le contenu du livre. Donc voilà, tu parlais que ça a été vraiment un travail de rechercher les informations, expliquer ce qui s'est passé dans ta carrière, dans ta vie. Là, si tu pouvais donner un message à la version de toi de 16 ans, qu'est-ce que ça serait ? Alors déjà, c'était mieux quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ce gars-là, il est complètement fou. Parce que là, il y a des anecdotes, c'est incroyable. Le personnage là, la Wolf, il a fait des trucs incroyables. Et en fait, là, c'était mieux le fait de sortir tout ça, en fait, de sortir, d'extérioriser tout, je vais pas dire tout ce mal-être, parce que ce mal-être, en fait, il s'est remis en positif, puisque j'ai réussi à le positiver. Un carburant. Voilà, ça a été un carburant, ça a été ça. Mais à la date d'aujourd'hui, cette écriture m'a permis de sortir du personnage et de voir ça de voir ça comme si en fait je suis spectateur. En fait, j'ai lu le livre, et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, il est complètement fou ce gars-là, mais il a quand même réussi. Donc c'est super pour lui, quoi. Je suis un peu curieux, j'aimerais bien savoir concrètement, avant un match de Jeux Olympiques, c'était quoi ton repas ? Alors, moi, t'es un peu mal placé avec ça, hein, je te l'ai dit par rapport à moi, parce que j'ai jamais vraiment fait attention. Et puis, je te dis que les conditions à l'époque, c'était pas aussi suivi. Mais, par contre, avant les matchs, ou avant, comment on va dire, que ce soit les matchs en club ou les matchs avec l'équipe nationale, bien sûr,
Là, par exemple, c'est du riz, des pâtes, c'est de la viande blanche, c'est des crudités. Alors là, c'est plus facile parce que après, tu as une collation aussi. Et puis, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que là, tu es en groupe. Et puis là, c'est fait de manière plus professionnelle. Et c'est vrai que après, bon, c'est difficile à contrôler quand les personnes sont chez elles. Chacun chez soi, c'est difficile à savoir ce que tu vas manger. Après, c'est une conscience personnelle, c'est-à-dire que t'as un programme, à toi d'y faire attention, ou si tu veux pas y faire attention, voilà, c'est ça. C'est comme l'entraîneur, il nous disait tout le temps, voilà, vous avez un programme d'entraînement. Je suis pas votre gendarme. Si vous voulez vous mentir dans ce que vous faites, vous allez vous mentir à vous-même. Mais voilà, c'est pareil au niveau de l'alimentation. Et c'est vrai qu'au départ, en début de saison, on avait des cours, une personne qui venait nous dire un peu quelle était l'alimentation. Mais c'est toujours pareil, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Faire une statistique de groupe, c'est aussi difficile, parce que c'est vrai qu'on va parler de l'alimentation en groupe, mais comme je te le disais tout à l'heure, quand on a évoqué ce sujet, il faut prendre cas par cas, ça doit être individuel, parce que chaque organisme ne va pas réagir pareil. Par exemple, on va dire, lui, il faut manger des pâtes, ça va pas lui convenir. Lui, il va falloir des crudités. Non, il faut que ça soit un examen personnel. C'est-à-dire que c'est de l'individuel, et avec ça, cet individuel-là, ça va se mettre après au niveau du groupe. C'est-à-dire que la partie individuelle, même au niveau de la diététique, si elle est bien faite, ça va apporter après au niveau du groupe. Mais au départ, il faut que ça soit quelque chose qui soit personnel. C'est un suivi personnel. Chaque être humain, chaque personne va réagir différemment. C'est pour ça que même des fois au niveau des entraînements, voilà, voilà. Nous, on avait une chose très très bien à l'époque, on était en avance à Bordeaux. C'est-à-dire que chaque saison, en fait, on avait des tests. Donc on faisait des tests d'effort, ils nous prenaient les lactates, on courait sur le tapis, on avait des prises de sang à chaque palier, et après on savait où était notre base de travail en effort, pas en effort, et c'était bien parce que ça permettait en début de saison même de faire des groupes de courses avec certains niveaux. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde des entraînements à un niveau, on va dire, de club, des fois, on n'est pas dans la séance. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois faire un test d'évaluation en début de saison. Et une fois que ton test d'évaluation il est fait, là, tu peux te permettre de dire le groupe de travail va être comme ça, l'autre groupe va être comme ça. Parce qu'imagine-toi, si admettons, tu vas faire courir pareil, tu vas faire courir tout le monde pareil, admettons, et que si t'es mieux, chaque personne va réagir différemment. Il y en a qui va être déjà en surentraînement, l'autre n'y sera pas. Donc c'est tout ça qu'il faut faire, même pour les petits clubs et pour les personnes, on va dire du quotidien, parce que le sport, c'est pas que le sport de haut niveau. Pour moi, le sport, c'est le sport de tous les jours. Quelqu'un qui va marcher, c'est du sport, voilà, et c'est ce qu'il faut voir. Moi, je suis plus par rapport à tout ça. J'ai été dans le haut niveau, mais pour qu'il puisse avoir le haut niveau, il faut qu'il y ait du sport de masse. De tout le monde, voilà, les clubs de tous les jours. Et c'est pour ça que moi j'invite les personnes, même qui vont faire de la marche ou qui sont peut-être avec moins d'efforts à fournir, et déjà faire des tests déjà d'évaluation dans un premier temps, et puis aussi s'orienter vers un naturopathe ou un diététicien, parce qu'on va savoir tout de suite que si on régularise l'alimentation ou certaines choses, on sait qu'on sera plus performant. Des fois, on est en état de fatigue parce que l'alimentation n'était pas bonne. Donc, si l'alimentation n'est pas bonne, on est moins performant. Et donc, si on régularise ça, tout simplement qu'on va voir un conseiller, soit un naturopathe ou un diététicien, il va vous régulariser tout ça et vous allez mieux vous sentir, même au niveau du sommeil et beaucoup de choses, et au niveau de la récupération. C'est pour ça que c'est très très bien ce que tu as mis en place. Je veux dire, du cas par cas avec les personnes. Tu vas prendre 2 individus qui vont être pareils, on va dire, avec le même potentiel. Tu vas peut-être mettre une personne avec un naturopathe ou un diététicien qui va déjà ça va occasionner peut-être certainement moins de blessures par rapport à un changement d'alimentation ou un rééquilibrage. Et puis après, peut-être avec un coach mental, ça va, on le voit sur les compétitions. Moi, je dis aux sportifs maintenant qui envisagent une carrière, il faut se rapprocher soit de naturopathe ou de diététicien, et puis aussi se mettre aussi en rapport avec des coachs mentaux. Bon, moi, j'en ai pas eu besoin. Voilà, parce que j'avais une force mentale, c'était ma force.
mais souvent on voit des clubs voilà, on va dire des joueurs qui après un échec ont du mal à se relever, ou voilà, plutôt que de garder tout ça, il faut en parler, il faut extérioriser tout ça, et à partir de là repartir sur ou même en préparation de gros événements, de grandes compétitions. Il y a certains sportifs qui sont pas prêts, donc ils ont besoin d'être suivis, et c'est pas une tare, justement, parce qu'il y a des équipes aussi qui font appel maintenant à des psychologues. Il y a des psychologues du sport, notamment j'ai connu ça à l'époque à Roland-Garros, parce qu'on avait un ami qui était au niveau du tennis, qui était psychologue pour les joueurs en devenir à haut niveau, voilà, à la Fédération française de tennis, et il nous a expliqué, et il a fait progresser aussi beaucoup de personnes, notamment, j'ai un exemple, c'est un golfeur qui était très très haut niveau, et à un moment à un moment, quand pour lui ça montait trop, il arrivait pas, voilà, il paniquait, il avait du mal alors qu'il avait un potentiel énorme, il en venait même à bégayer, en fait, et cet apport du psychologue sportif l'a aidé, et ça l'a aidé à performer, justement, au niveau international. Donc c'est tout ça, quoi, et surtout l'alimentation. Pour moi, c'est difficile d'en parler parce qu'on était, si t'es mieux, déjà c'est pas récent, ma carrière n'est pas récente, mais maintenant on peut voir que les sportifs français, même en volleyball, qui jouent à l'étranger, il faut qu'ils aient une hygiène de vie parfaite, sinon tu peux pas tenir. Il y a les matchs de l'équipe de France, t'as les matchs en club où maintenant ils sont une belle rémunération, donc au niveau du club ils sont obligés d'être performants, on attend des performances, donc à un moment tu peux pas, c'est fini de faire ce qu'on a fait à l'époque. Maintenant ça serait difficile d'évoluer à un très haut niveau comme c'est maintenant à l'heure actuelle, avec des objectifs de résultats, bon, ce qu'on avait aussi, mais maintenant on a pu, la récupération c'est hyper important, et puis la récupération ça vient par rapport à quoi? C'est une hygiène de vie, mais quand on dit une hygiène de vie, c'est pas uniquement dormir. Si, la récupération c'est très très important. Je vais dire à un sportif, souvent, il y a des sportifs qui me disaient on n'est pas fatigué, mais t'es pas fatigué, allonge-toi quand même. Le fait voilà, t'es allongé, tu te reposes quand même. Et puis surtout, ce qui fait le plus, et on ne sait pas des fois quand on regarde, parce qu'on voit les performances de sportifs, c'est ça, l'hygiène de vie, perte de poids, comme on a pu voir. Un exemple avec le gardien du Paris Saint-Germain, ils sont tous en train de dire maintenant qu'il est il a plus de vivacité. Il est plus, pourquoi? Parce qu'il a une perte de poids, parce qu'il y a peut-être eu un rééquilibrage alimentaire, et ça se voit sur les performances. C'est vraiment très complet ce que tu dis, parce qu'on voit que il n'y a pas que l'alimentation qui joue, il y a aussi, l'hygiène de vie en général. Oui, parce que on a connu, on va dire, des phénomènes, quelle que soit la discipline. T'avais des personnes qui avaient, on va dire, techniquement, ou ils avaient quelque chose de plus, donc ils étaient supérieurs, mais dans la longévité. Il n'y a pas de secret. Si t'as pas de récupération maintenant à un super niveau, ou si t'as pas une hygiène de vie parfaite, on l'a vu avec un joueur qu'on connaît bien en Paris Saint-Germain, qui a toujours été blessé, qui est encore blessé maintenant. Donc voilà, on va pas dire de nom, mais on le sait, c'est-à-dire que, et là on parle pas d'argent, on parle pas on parle pas d'extra sportif, si on parle de l'extra sportif, mais je veux dire voilà. Et après il y a des joueurs aussi dans la longévité, ça peut être le cas contraire quand on voit par exemple des Federer, quand on voit des personnes comme ça, qui à 40 ans sont encore sur le circuit, c'est parce que quelque part ce sont des gens qui ont une hygiène de vie irréprochable, qui ont une hygiène de vie. Mais alors ça aussi, parler d'hygiène de vie, je dirais que c'est aussi je vais pas dire que c'est dans les gènes, mais c'est pas faire un effort une fois et puis arrêter, non. C'est un effort, c'est constant. Donc c'est comme je dirais, c'est une comment t'expliquer ça, c'est prendre une habitude, intégrer ça en tant que manière de vivre. C'est une manière de vivre, voilà. C'est ça, ça doit être. Moi, je sais que j'étais toujours, en fait, je suis arrivé en préparation de début de saison, j'ai jamais été à un poids, j'étais jamais au poids en début de saison. Mais par contre, quand j'étais sur le vélo, d'ailleurs, ils étaient étonnés que je puisse avoir des performances aussi importantes en arrivant avec du poids comme ça. Alors je compensais par peut-être quelque chose d'autre. Bon, j'ai pas eu trop de blessures non plus par rapport à ça, mais maintenant c'est sûr, je vais prendre le cas d'un boxeur qui doit toujours être au poids.
Donc automatiquement, lors d'une compétition, souvent les boxeurs ne sont pas au poids. Donc c'est-à-dire que le boxeur qui n'est pas au poids va déjà prendre un travail d'un mois ou 2 mois ou 2 mois pour préparer la compétition. Donc automatiquement, il va déjà s'entraîner dans un poids qui n'est pas le sien. Donc imagine-toi la perte. Tandis qu'un boxeur qui est déjà pratiquement toujours à son poids, bah, quand il va commencer l'entraînement, il va pas se dire je suis obligé de perdre du poids, non, puisqu'il est déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, même dans ses coups, dans son travail, il va déjà être plus proche de la réalité. Tandis que si pendant 2 mois, tu dois penser à ta perte de poids, et seulement après tu dois t'entraîner, si tu es mieux dans le poids qui doit être le tien le jour du combat, c'est énormément de temps de perdu, tu comprends? Moi, je te prends l'exemple de la boxe, parce que j'ai eu l'occasion de faire un long bout de chemin. Donc je salue la THZ CSNA, donc Hamid Zaïm et puis tous ces boxeurs. Donc Yoni Valverde là qui va faire un championnat du monde, et puis Majid avec laquelle j'ai travaillé avec lui, j'ai fait de la piste avec lui, donc je sais comment se comporte le sportif, et c'est pour ça que c'est un travail c'est un travail, c'est tout le temps qu'il faut être comme ça, et c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera dans la différence. Et puis aussi le mental. Bon, dernièrement, j'ai vu une petite jeune là qui est du coin. Quand j'ai vu dans ses yeux, j'ai dit elle sera championne de France. Voilà, c'est une petite judokate et je me suis pas trompé. Elle a été championne de France. Elle est championne de France. Mais parce que dans son regard, j'ai vu la détermination, j'ai vu l'envie, et j'ai vu le sérieux aussi. Parce que tu as des jeunes, c'est pareil, comme ça, 12, 13 ans, 14 ans, ils ont déjà pris conscience. Ils savent, voilà, il n'y a pas de coca, il n'y a pas de choses comme ça. Ils ont déjà cet état d'esprit. Donc, cet état d'esprit-là, plus l'envie et la force mentale, bah, tu peux pas t'es inarrêtable, parce qu'à un moment, tu vas tomber peut-être sur des adversaires, qui, eux, se laissent peut-être plus ou moins aller, ou alors après si tu tombes contre des adversaires qui sont de force ou qui ont la même rigueur de travail que toi, après ça sera le meilleur qui va gagner. Mais c'est une rigueur de tous les jours, c'est pas faire ça au début et puis arrêter, non, c'est vraiment un équilibre. Donc alimentation, récupération et puis préparation mentale, c'est ce qui va faire et puis amélioration de la performance. Je vous dis, maintenant on a possibilité, conseiller, orientez-vous vers une personne qui va pouvoir vous donner, mais même dans la vie de tous les jours, parce qu'une bonne alimentation, ça évite beaucoup de maladies, ça évite, voilà, il y a des gens, ils ont du mal à dormir, il y a du surmenage, et rééquilibrer tout ça, consulter une personne compétente, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si tu l'acceptes, j'aimerais bien te faire jouer un petit jeu. Je pense que tout le monde connaît le Snickers. Le Snickers, donc je pense que tu en as mangé des fois dans ta vie. Des kilos. Des kilos. Ah oui, des kilos de Snickers. Alors, en termes de satisfaction, en termes de plaisir que cela procure, sur une échelle de 0 à 10, tu le placerais à combien? Si tu... Vraiment, honnêtement. je vais pas dire que c'est le summum, mais t'es à 7 ou 8 quand même. Ouais. Parce que si tu... déjà, pour aller le chercher, c'est que t'en as envie. On te force pas. On est d'accord? Exact. Donc voilà quoi. J'aimerais bien te faire tester une alternative qui est largement plus saine que le Snickers. Je parle pas des ingrédients tout de suite parce que tu vas devoir les deviner. Et je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. Après tu... Après tu vas me dire ce qu'il y a dedans. C'est moins sucré déjà. Je trouve que c'est beaucoup moins sucré. Et tu vois, bon, par exemple, alors, c'est pour ça que je vais te dire tout de suite, quand tu vas manger un Snickers, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu vas être poussé à en manger 1, 2, 3, 4, ou 5, ou 6, ou peu importe. Mais je veux dire, il y a certainement quelque chose qui fait que tu es poussé à y revenir. Tandis que ça, tu vas manger ça, on va dire que c'est plus sain, à mon avis. C'est moins sucré. Et je pense qu'avec une barre comme ça, ou même une demi-barre, tu as tous les apports qui vont te permettre de ne pas vouloir avoir besoin d'autre chose, quoi. C'est ce que je ressens. Merci pour tout. Une fort belle rencontre. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour être en forme. Voilà, vous avez tout. Une fois que vous aurez les 2 livres là, et après, tout est impeccable. Vous allez voir, vous allez être en super forme. Mentale et physique. Super, j'approuve.